qu'on peut parler d'une forme de doctrine Trump? Il l'avait fait en Syrie, il a fait un coup de bombardement très net, très concentré, et là, de la même façon, il fait un bombardement, et il estime que c'est la bonne façon de faire sans se laisser empêtrer dans une guerre en tradition. C'est ce qu'il appelle la paix par la force, effectivement. Et moi, j'avais été étonnée que le New York Times titre, après les bombardements, les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran. C'est pas une guerre, c'est une frappe. Et effectivement, pour aider à réaliser ces objectifs qui ne sont pas des objectifs bellicistes. Sur la route, il y a une grosse qualité quand même dans cette frappe unique. C'est la sortie de crise, en fait. Les sorties de crise sont toujours loupées. Nous, on est resté au Mali 10 ans, on s'est empêtré, etc. On n'était pas battus, c'est comme en Afghanistan. Les Américains n'ont jamais été battus, mais on n'arrivait pas à vaincre. Voilà. Et là, c'est net, c'est clair. Oui. Il y a la guerre qui est un slogan, elle dure le temps d'une frappe, mais la sortie de crise, elle est assurée. Il faut savoir terminer une guerre. Comme Torres disait, il faut savoir terminer une grève, il faut savoir terminer une grève. Oui, et là, effectivement, il y a quelque chose qui est une qualité que assez peu d'hommes politiques savent faire, il faut quand même l'avouer, c'est la sortie de crise. Et il faut dire ce soir que le cessez-le-feu tient. J'étais le premier à dire j'attends pour voir, et bien effectivement il tient. Et je voudrais insister sur le côté soulagement des milieux économiques. Parce que ce conflit, il avait lieu au Moyen-Orient, qui est une zone absolument stratégique, évidemment à cause de l'approvisionnement en hydrocarbures. Il y avait les menaces sur la fermeture du détroit d'Ormuz contrôlée par l'Iran, et donc avec toute la sortie d'hydrocarbures du Golfe Persique qui aurait été bloquée. Et tout ça, finalement, n'aura pas lieu. Alors, certes, c'est un point de vue un peu mercantile, mais je viens de jeter un coup d'œil à l'indice Dow Jones parce que la bourse américaine vient de fermer et elle est proche de ses records. C'est-à-dire que toute la baisse de la bourse qui avait été enregistrée vers février-mars au moment des annonces de la guerre commerciale voulue par Trump avec un relèvement majeur des droits de douane, tout ça est en train d'être effacé. Et donc, c'est un point, à mon avis, qui n'est pas neutre, c'est que avec cette opération, Trump conforte sa remontée dans l'estime des milieux d'affaires américains. Oui, Guillaume met le doigt sur un point important. Il ne faut pas sous-estimer aussi dans la retenue américaine et dans la sortie de crise le rôle qu'a eu l'Arabie Saoudite notamment, rôle très important, puisque la paralysie du détroit d'Ormuz aurait été une catastrophe pour eux. Il y a la vulnérabilité de leurs installations pétrolières, raffineries et puis installations de production. Il y avait aussi maintenir leurs investissements dans la grande ville du futur, etc., qui était remis en cause. Et pour les Saoudiens, ça pouvait être un désastre, l'embrasement général de la région. Donc ils ont mis un point d'honneur. Je crois qu'il y a une communication très ferme entre MBS et Trump, et on sait que l'Arabie Saoudite est au centre des préoccupations de Trump. Alors notamment parce que ce sont des partenaires aussi financiers de la famille. George Bush, le fils, avait fait cette célèbre déclaration quelques semaines après le début de la guerre de 2003, en disant mission accomplie sur un porte-avions, je crois. Et en fait, non seulement c'était pas la mission accomplie, mais c'était le chaos, l'horreur qui allait suivre. Et quand on voit le mission parfaite lancée par Trump, il y a quand même ce risque-là. Que va faire quel est maintenant le seuil d'intervention? Imaginez que dans 3 semaines, on trouve des traces de l'uranium. Imaginez que dans 8 mois, il y ait quelque chose qui ressemble à un essai nucléaire en Iran, qui ressemble, comme la Corée du Nord l'avait fait il y a quelques années. Ce n'était pas un vrai essai, mais suffisamment pour inquiéter. Qu'est-ce qu'il va faire, Trump? Quel est maintenant son nouveau seuil d'intervention? Voilà. Oui, c'est une question qui est vraiment intéressante. Il y a un côté fusil à un coup. S'il se plante sur ce coup-là, il sera encore plus déconsidéré après. Donc il faut voir maintenant. Et il faut quand même dire que la situation n'est pas réglée. Donc ça reste assez volatile et assez marécageux, ce terrain. Mais c'est pour ça qu'ils annoncent des négociations. On verra où vont les négociations, mais les négociations qui incluent à la fois cette question d'Iran, Gaza, les otages, et puis l'après, avec derrière aussi l'Arabie Saoudite et un certain nombre de partenaires dans la région. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas fini, mais je pense que même les Américains ont compris que c'est pas fini. Cette manière de faire la guerre sur un ton apparemment léger. Il y a une séquence qui illustre évidemment, c'est ce clip qu'il a fait produire autour des B2. Oh, ça c'est scandaleux. Sam's getting pretty hot.
Le vieil oncle Sam est transformé l'Iran en parking. Non, mais ça, c'est... Mettre ça comme ça, de cette façon-là, sur ce clip, on est très loin du Trump qui disait pas d'intervention, surtout pas... Je pense que c'est pas lui. Enfin, moi, je l'ai vu tourner beaucoup sur Instagram. Je pense qu'il a dû le trouver, le refait tourner. Je suis pas sûr que c'est lui qui l'a produit lui-même. Oui, mais enfin, il le diffuse, Elisabeth. Il le diffuse, je ne dis pas le contraire. Il assume, hein. Mais il assume. Il contrôle beaucoup ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'extrait du documentaire Tucker Carlson où il dicte lui-même ses tweets avec beaucoup d'attention, en y réfléchissant très visiblement. Ah mais moi je pense à l'époque de Vietnam aussi, toutes les chansons, moi ça m'étonne pas du tout des Américains. Est-ce que c'est de mauvais goût ? Oui, c'est pas la question. C'est plus que de mauvais goût. Mais ça m'étonne absolument pas. Est-ce que les Beach Boys sont contents ? C'est une autre question. Il est mort la semaine dernière. Non, mais c'est insultant pour le peuple iranien. Il est temps de transformer l'Iran en parking, c'est-à-dire qu'il globalise à la fois, il met dans le même sac le régime et la population iranienne, alors que justement les Américains et les Israéliens auront besoin de l'opposition iranienne pour renverser le régime. C'est une faute politique, tout en s'amusant. Oui, il descend dans le caniveau. C'est la culture des réseaux sociaux. Alors effectivement, avec ce genre de clip-là, vous touchez très large. Vous touchez de 7 à 77 ans. Mais c'est quand même honteux. Mais c'est sa culture. On s'étonne de quelqu'un qui l'utilise en politique interne aussi. C'est sa culture. C'est pas du tout étonnant est-ce que c'est une faute politique ? Oui, mais il fait plein depuis le 20 janvier. C'est une faute politique, sauf si ça marche auprès de son électorat. Et ça marche auprès de son électorat, donc c'est pas... C'est exactement ça. Il communique auprès de son électorat, alors que là, il communique au monde entier aussi. S'en fout de l'Iran. Oui, mais les Iraniens qui ont accès à l'Internet, puisque l'Internet a été... Oui, mais c'est pas sensible, c'est ça le problème. Bon, les Iraniens voient ça, ils disent, bah non, on n'est pas les copains des Américains. On revient à l'idée de la vengeance. Ce son est une parodie d'un tube qui ne date pas d'aujourd'hui. La version la plus connue a été écrite par le groupe en 80, un an après la prise de pouvoir du régime des Mollahs et après la prise d'otage des 52 ressortissants américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Donc il y a toujours cette idée-là. C'est les Américains, à la fin, ont présenté la facture. Oui, sans doute. Alors, il y a quelque chose dans la psyché américaine, là, parce qu'au bout de 46 ans, c'est ça 46 ans ressassés. McCain, qu'est-ce que ça doit être avec Cuba Qu'est-ce que ça doit être avec Cuba, j'aime autant vous dire, parce que c'est encore plus vieux, Cuba, la baie des cochons, etc. Est-ce qu'elle a cette notion d'empire ? On rappelait sur un plateau il y a quelques jours, vous savez, dans la Bible, Saint Paul, qui est citoyen romain. Quand on est citoyen romain, dans l'Antiquité, être arrêté, c'est pas la même chose si vous êtes n'importe quoi. Sum civis Romanus, il dit quand on arrête. Voilà, je suis citoyen romain, parce qu'on a des droits. On le traite différemment. Un citoyen américain vaut un peu plus qu'un citoyen. Ils ont bien ça à l'esprit. Expliquez bien ça, Sylvie Berman. Dans leur façon de réagir, c'est toujours présent. C'est la plus grande puissance au monde et ils considèrent qu'ils peuvent presque faire ce qu'ils veulent. Ils sont considérés pendant longtemps comme gendarmes du monde. Ils ne veulent plus intervenir dans toutes les crises, mais ils se sentent supérieurs à tous les autres. Est-ce que Trump endosse cela ? Est-ce qu'on est dans un moment de sa présidence où, plus que dans le passé, Guillaume Roquette, il est en train d'endosser ça ? C'est-à-dire, effectivement, America First, ça ne veut pas dire America isolé qui ne se mène pas. Non. C'est vraiment la supériorité assumée. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué à résumer parce que il est en même temps, il veut pas la guerre, mais il veut quand même être le gendarme. En fait, il veut être une sorte d'arbitre qui permet d'éviter les guerres. C'est ce fameux slogan, la paix par la force. Et c'est vrai que il a eu quelques succès là-dedans. Il y a eu un traité de paix récent entre le Rwanda et le Congo qui s'est fait sous l'égide des États-Unis. Entre le Pakistan et l'Inde, ça a quand même chauffé assez fort. Les Pakistanais sont très reconnaissants. Ils veulent même que Trump ait le prix Nobel de la paix. Alors, les Indiens, Modi a dit non, on s'est débrouillé tout seul, les Américains n'ont rien à voir avec ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'isolationnisme, on n'est pas dans une Amérique repliée sur elle-même, mais il y a une forme de cohérence dans cette attitude américaine où Trump dit, moi je ne fais pas la guerre, je n'envoie pas les boys sur des théâtres d'opérations extérieures, mais avec mon bâton, avec ma force de frappe, j'arrive à rétablir l'ordre. Et c'est vrai que
que cette opération iranienne, même si elle est un peu frustrante, elle est une sorte de démonstration de cette politique-là. Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État d'Obama, parlait de nation indispensable en parlant des États-Unis. Et je pense que dans l'esprit de beaucoup de dirigeants américains, y compris Trump, même s'il n'est pas néoconservateur comme elle l'était, il n'empêche que c'est profondément intériorisé. Mais à gauche ou à droite, je pense que c'est... Enfin, Albright, de toute façon, c'était sous Clinton, mais à gauche ou à droite, c'est cette sensation, notamment ceux qui sont en politique. Moi, je crois que la nation américaine a aussi besoin de se rassurer. Il y a eu le Vietnam, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu un certain nombre de désastres, de choses qui ne se sont pas bien passées, dans tout le cas dans la dernière moitié du XXe siècle et jusqu'à maintenant. Donc maintenant, ils ont besoin aussi de se persuader qu'ils sont à nouveau la très grande puissance de l'époque de l'innocence, c'est-à-dire de l'époque où ils ont vaincu le nazisme et qu'ils étaient la puissance incontestée, parce que c'était la lutte du bien contre le mal. Donc ça c'était très important. À propos d'America First, je ne sais pas si tu as ton passeport américain sur toi. Mais tu sais qu'il y a marqué sur ton passeport américain, nous demandons à toute autorité de porter assistance aux citoyens américains. Non, on a tous ça sur notre passeport. Ouais. On a tous ça sur notre passeport. On a tous ça, c'est formidable. Ça, c'est juste tous les passeports. Hein. Voilà. Mais disons les choses, si nous sommes tous sur ce plateau pris en otage d'un monarque qui vient, Elisabeth Shepard-Selam aura une valeur plus importante que nous tous. Voilà, je me ferai tirer dessus. Voilà, ça, c'est souvent, c'est ça le problème. Ça, c'est la rançon. Parce que le citoyen américain est le plus haï au monde, pratiquement. Non, mais moi qui ai plusieurs passeports, je préfère utiliser souvent le passeport français que le passeport américain pour cette raison-là, quand même. Oui, c'est un passeport qui a... La valeur du passeport, c'est un indice. C'est beaucoup plus discret. Alors, écoutez, quand on parle de cette satisfaction d'être chef de guerre, son numéro 2, c'est pas le numéro 2, le vice-président Vance, qui, dans une séquence tout à fait frappante, fait la comparaison entre le bouton pour appeler le Coca Light ou je sais pas quoi, et pour déclencher le bouton nucléaire. Il y a cette sorte de boîte en bois avec un bouton rouge sur le bureau du président, dans le bureau ovale. Et je me dis que ce n'est probablement pas un bouton sur lequel on a envie d'appuyer, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler à un dirigeant étranger au téléphone et le président me regarde. Mais le dirigeant étranger en sourdine et dit « ça ne se passe pas très bien ». Et il appuie sur le bouton rouge. Mes yeux s'écarquillent et je lui demande « Monsieur le Président, que vient-il de se passer ?» Il me regarde et dit « Nucléaire ». Et 2 minutes plus tard, un type arrive avec un Coca Light. Il me regarde et me dit « Ce n'était pas nucléaire, c'était juste pour le Coca Light ». Voilà le genre de personne, chers collègues républicains, que nous avons comme président des États-Unis. Une personne qui peut faire du bon travail tout en gardant le sens de l'humour. Voilà. Et pour la petite histoire, on a la photo du bouton, puisqu'il l'avait fait, je crois, enlever. Enfin, c'est Biden qui l'avait fait enlever. Et quand il est revenu au pouvoir, il a fait réinstaller ce petit bouton rouge où il n'a qu'à presser et on lui amène une canette de son... de son boss préféré. Ce qui est intéressant alors, J.D. Vance, très clairement, se positionne comme successeur. Il est quand même, on le sent un peu en campagne. À l'aise, ils sont à l'aise. Très à l'aise. Tous là, ils ont l'air. Alors qu'il était contre l'intervention. Ouais. Enfin, il est vraiment parmi ceux qui étaient contre ce type d'intervention. Le plaisir du pouvoir, il transpire, Guillaume Roquette, vous qui observez les gens de pouvoir depuis si longtemps, il transpire le plaisir du pouvoir. Oui, c'est vrai, il y a une espèce d'euphorie dans l'attitude de Vance, qui est à la fois celle d'un homme qui peut être heureux de la séquence qui vient de se passer, parce qu'elle est extrêmement positive pour le pouvoir en place. Je pense aussi qu'il y a une forme de soulagement, parce que Vance, qui en tant que vice-président, surtout d'un homme qui ne peut pas se représenter, est le successeur naturel de Donald Trump. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à l'unité du camp républicain. Or, celui-ci était en train de se fracturer après l'intervention américaine. On l'a beaucoup dit ici, parce qu'il y avait une opposition entre les isolationnistes, ceux qui considèrent que l'Amérique ne doit s'occuper que de ses affaires, et ceux qu'on appelle les faucons, les néoconservateurs, qui estiment au contraire que les Américains ont un devoir, une sorte de responsabilité ultime de maintenir l'ordre dans le monde entier. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? On a satisfait les néoconservateurs en allant cogner les Iraniens, et on a satisfait les isolationnistes en arrêtant la guerre tout de suite après. Et donc, ce monsieur Vance, il est content, il a des raisons pour ça. Est-ce que ça peut l'amener à être plus audacieux, Trump,
face à Poutine. Il se passe là quelque chose. Tout à l'heure sur ce plateau, il y a Bernard-Henri Lévy, très sceptique à l'égard de Trump, qui disait peut-être quand même que les choses sont en train de changer. On verra. Écoutez de quelle façon on est là dans Air Force One et on pose la question. On va l'entendre dans quelques instants. On demande à Trump, est-ce que c'est vrai que Poutine a voulu s'entremettre ? Et il y a une séquence assez étonnante, on va l'entendre, où il dit non, mais moi j'ai pas de problème, ne vous mêlez pas de mes affaires. Le problème c'est vous, Poutine. Écoutez-le. L'agression de la Russie a été évoquée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut que je regarde dans le détail, mais moi j'aimerais bien qu'on trouve un accord avec la Russie, vous savez. Vladimir Poutine m'a demandé s'il pouvait m'aider avec l'Iran. Je lui ai dit, j'ai pas besoin d'aide pour l'Iran, j'ai besoin d'aide avec vous. Et j'espère qu'on trouvera un accord, ce serait dommage. La réponse est exceptionnellement vacharde. C'est vraiment, là, c'est le Trump qui sait très bien renvoyer les balles. Il faut imaginer, s'il dit vrai, si effectivement au téléphone il a dit à Poutine, non mais mon problème, c'est pas... La réponse est... Je pense qu'il a pu effectivement lui dire, mais il s'en tire quand même par une pirouette. Parce que quand le journaliste lui demande ce qu'il en pense, il dit il faut que je regarde ça de près. Oui, bon, et ensuite, il a dit sur l'Iran, il s'est proposé. Je lui ai dit que il fallait, son rôle c'était de s'occuper d'essayer de régler. Il va plus loin quand même, si je peux me permettre. Il dit bien, c'est là avec vous que j'ai un problème. Le problème avec l'Iran, laissez-moi gérer, mais j'ai un problème avec vous. C'est quand même quelque chose. Mais il ne va pas envoyer des B2 sur... Bien sûr. Mais il a quand même dit, le message subliminal de Trump, c'était de dire à Poutine, tu es une puissance régionale, regarde ton extérieur proche et essaie de résoudre les problèmes. Et les grands trucs de la planète, Taïwan, le Moyen-Orient, c'est moi. Et c'était ça le message. Donc c'est très important en termes disons, de placement. De positionnement, on était habitué à l'idée que Trump ait l'air d'entrer dans le jeu russe, de dire on est à égalité, les deux puissances, etc. Dans cette séquence-là, pour la première fois, il se met là et il fait bien comprendre que Poutine, effectivement, est en régional. Oui, tout à fait. C'est surtout qu'il est quand même impatient vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'il a un peu mené en bateau, parce que dans un premier temps, il a fait semblant, effectivement, de donner quelque chose de pas très important à Trump, et finalement, maintenant, il ne bouge plus. Et de fait, lui s'occupe des affaires du monde, alors que Poutine ne s'occupe que de ses affaires. Dans un premier temps, il voulait effectivement demander à Vladimir Poutine de l'aider sur l'Iran. Bon, maintenant, là, il a effectivement changé, mais il avait eu cette idée quand même. Cette attitude un peu de défiance ou de dédain vis-à-vis de Poutine est d'autant plus spectaculaire que l'Iran et la Russie sont des alliés proches. Que l'Iran a fourni depuis le début du conflit d'Irak un très grand nombre de drones depuis le conflit ukrainien, un très grand nombre de drones à la Russie qui ont permis de bombarder les Ukrainiens. Et donc c'est objectivement un revers ce qui se passe pour Poutine. Je parlais tout à l'heure de la résolution de l'AIEA qui déplorait le manque de coopération de l'Iran. Ça avait été signé par tous les gens qui siègent autour de la table, sauf les Chinois et les Russes. Et le Burkina Faso, je crois aussi. Mais enfin, c'était moins important dans l'avenir de la paix du monde. Et donc, effectivement, il y a là un retour de la hiérarchie, alors qu'on sait bien que le rêve de Poutine, c'est d'être considéré comme un égal par Donald Trump. Et c'est le deuxième revers. L'Iran est le deuxième revers pour Poutine, parce que la Syrie est un revers aussi très sérieux. On se souvient du message de Medvedev. Aussi, parce qu'avec la Suède et puis avec la Finlande qu'on rejoint, ça fait un troisième revers. Il y a quand même beaucoup de revers. Mais il n'y a toujours pas de sanctions, quand même. Oui. Il y a toujours pas de sanctions. Oui, il faut quand même le dire. Ça commence à durer depuis un certain temps. Ils remettent à sa place, on a vu aussi, Guillaume parlait de cette lien qui lie la Russie et l'Iran. Medvedev qui encore a sorti un tweet sur à ce moment-là, nous on va envoyer de l'aide aux Iraniens, et la réponse de Trump était vraiment une mise en place. Vous voulez jouer à ce jeu-là, on va voir qui est chef. Il y a quand même cette idée. Remettez-vous à votre place, papa va s'occuper un peu, comme a dit Rutte, des choses. C'est de dire au pays aussi, regardez ce que la Russie fait pour aider les pays avec lesquels elle a passé un accord stratégique.